Mon podcast IMO. Comment se porte le marché de l'immobilier en ce milieu d'année? Où en sont les prix à la sortie du premier confinement? Eh bien, on en parle tout de suite avec Laurent Vimon. Laurent, bonjour. Bonjour Ariane. Merci d'être avec nous aujourd'hui ce matin dans mon podcast IMO. Alors, vous êtes le président de Century 21 et vous présentez vos chiffres sur le premier semestre 2021. Qu'est-ce qu'ils disent ces chiffres sur le marché? On a titré coup de chaud sur le marché et Paris tempère. Alors je vais m'expliquer. Coup de chaud parce que à la fois sur les volumes de vente et à la fois sur les prix de vente, on observe au premier semestre une forte hausse. Sur les volumes, quand on compare par rapport à 2020, c'est plus 42%, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand on compare par rapport à 2019, qui était une année historiquement haute, on est à plus 6%. Donc on a des volumes de vente extrêmement importants. On est parti pour une année record en termes de volume, peut-être 1 100 000 transactions en 2021. En tout cas, c'est la base qu'on est en train d'estimer au premier semestre. Ce dynamisme de marché, il a fait monter les prix, plus 7% pour les maisons, plus 4% pour les appartements. Avec une nouveauté, on voit plutôt les hausses de prix en province, plus qu'en Île-de-France et plus qu'à Paris, on va en reparler un petit peu après, avec une espèce de retour en grâce de ce qu'on appelle les villes de sous-préfecture et les chefs-lieux de province. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de saut de puce qui est en train de se mettre en place, de gens qui quittent les hypercentres et qui vont pour quelques kilomètres acheter plus grand et mieux placé. Alors on va revenir sur ce phénomène et puis on va faire un zoom sur Paris. Mais avant, comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y a pas d'essoufflement justement covidien du marché immobilier? Alors moi j'avais entendu les Cassandres nous expliquer que le marché allait s'éventrer, qu'il ferait moins 20, moins 30% sur les prix, sur les volumes. Une fois de plus, ils se sont un tout petit peu trompés. Et il y a deux raisons qui expliquent l'erreur d'analyse. La première, le plan qui a été mis en place par le gouvernement français, il a permis aux entreprises françaises de maintenir l'emploi. Le taux de chômage n'a pas beaucoup augmenté. Et puis deuxième élément, les taux bas tiennent le marché, poussent le marché. Ces taux bas permettent deux choses. La première, elles permettent aux gens qui sont déjà éligibles au crédit d'obtenir un peu plus d'argent, puisque pour 1 000 € de mensualité, à 4%, on obtient 162 000 € de crédit, à 1%, on obtient 220 000 €. Donc on est virtuellement plus riche. Et deuxièmement, ils rendent solvables beaucoup plus d'acheteurs. C'est-à-dire qu'on rentre dans les couches les moins favorisées de la population, celles qui ont les revenus les plus faibles, qui à leur tour sont éligibles au crédit et peuvent être propriétaires. Donc il y a plus de clients et des clients un peu plus riches. Des clients un peu plus riches, on le voit dans vos chiffres, on voit que les ouvriers, les classes moyennes sont complètement exclus du marché. L'investissement locatif fait son grand retour. Ils ne sont pas exclus, ils sont moins nombreux en pourcentage, mais restent nombreux. C'est la seule classe qui effectivement baisse en pourcentage, mais qui reste extrêmement nombreuse dans les acquisitions, dans un volume en hausse. Et effectivement, vous avez raison de le souligner. En revanche, ce qui est important, c'est que les achats à titre d'investissement augmentent encore en France. C'est un record historique. Plus de 30% des transactions sont faites à investisseurs. J'ai le sentiment que c'est aussi une volonté de se prévenir de l'avenir, de préparer sa retraite et d'imaginer que les choses ne seront peut-être pas aussi belles qu'on les imagine. Globalement, acheter un logement, le mettre en location, c'est s'endetter certes, mais faire payer une partie du crédit par le locataire et à l'âge de la retraite, avoir un pas de laine et puis une poire pour la soif. Alors maintenant, on va faire un zoom sur le marché parisien. Vous dites qu'il ralentit. Moi, j'ai été étonnée de voir que les cadres supérieurs, selon ce que vous dites, sont les plus nombreux à quitter Paris aujourd'hui. Il y a un phénomène de saut de puce indéniable. La capitale a peut-être un peu moins d'attrait qu'à une époque. L'état de la capitale, la circulation et puis les surfaces exiguës dans lesquelles les Parisiens ont vécu pendant des années, pendant le confinement, ont été difficiles à vivre. Ce qu'on a observé, c'est qu'on a des gens qui, pour 70 mètres carrés, qui vont vendu 700 000 €, achètent à 3 ou 4 kilomètres pour le même montant, 700 000 €, 10 ou 15 mètres carrés de plus, parce que les prix de mètres carrés sont moins élevés. Et il y a une recherche du mieux vivre, du bien vivre. Alors, c'est ou une pièce de plus, ou bien une vue sur un parc, ou bien une maison avec un morceau de terrain. Mais il y a une vraie redistribution des cartes avec un phénomène qui n'est pas un phénomène de migration à 150 km, mais plus de saut de puce permettant de continuer à aller travailler en transport en commun sans passer 1h30 dans les transports en commun, mais avec un peu mieux pour vivre. Alors ce saut de puce, ils vont où les Parisiens ? Première couronne principalement, vous avez deux grandes zones de sortie. Pour les cadres sup, c'est le 94 et le 92, et pour les autres, c'est plus vers le 93 et le 91, avec la volonté, encore une fois, de ne pas se pénaliser sur les temps de transport, mais de vivre différemment. Et puis, en bénéficient les Hauts-de-Seine qui augmentent de façon extrêmement importante, le 91 qui augmente aussi, enfin tous les départements première couronne. Est-ce qu'il y a des villes, des micro-marchés qui en bénéficient à plein, que vous avez repéré ?
Non, tout le monde en bénéficie, les prix augmentent partout. Ce qui est marrant, c'est qu'ils augmentent moins en Ile-de-France et à Paris qu'ils ont augmenté en province, parce qu'il y a le même phénomène en province, et vous avez dans les hypercentres des grandes villes, Lyon, Marseille, Bordeaux, le même phénomène de gens qui décident de faire quelques kilomètres pour acheter et mieux se loger. Alors sur Paris, votre étude montre que ceux qui achètent aujourd'hui, ce sont essentiellement des gens qui font de l'investissement du placement. Bon, on a 33% de gens qui achètent pour investir. Le marché parisien corrige, il fait moins 3%, alors il faut relativiser. Je parle bien de correction, je ne sais pas si c'est une baisse durable. Ce que j'observe pour l'instant, c'est que les grands acheteurs étrangers ne sont plus là, que les grands appartements sont plus difficiles à vendre, et que ce qui fonctionne, c'est les surfaces les plus petites à investisseurs. Il faut raison garder, on a encore 83% de clients qui achètent qui sont cadres, donc 43% sont cadres supérieurs, donc le marché parisien reste un marché à pouvoir d'achat important. Et puis ceux qui payent l'addition, ce sont les employés ouvriers qui sont moins de 4%, divisé par 3 en 10 ans. Cette addition, elle est toujours très salée, même si elle est en légère baisse. On est encore au-dessus des niveaux de 2019. Exactement, on est à plus de 10 200 € du mètre carré, soit 2019. La surface moyenne, le prix de vente moyen est à plus de 500 000 €. Donc c'est un marché qui, effectivement, avant de dire qu'il est accessible, il va se passer un petit peu de temps. En région, quelles sont les grandes métropoles qui bénéficient le plus de ce changement de climat ? Il y a 2 régions qui augmentent fortement, la Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, plus de 10% toutes les deux pour les maisons et pour les appartements. Alors est-ce que c'est l'attrait de la mer ? Je ne sais pas, de l'Atlantique, je ne sais pas, peut-être, c'est possible. Dans tous les cas, c'est les 2 régions qui augmentent le plus. Et en revanche, celle qui augmente le moins, mais c'est un euphémisme, c'est plutôt vers l'Est, le Grand Est qui augmente un peu moins de 1%. Comment vous voyez la suite, Laurent Vimont ? Ça va dépendre des taux, et si les taux bougent, ils bougeront parce qu'on a un retour à l'inflation. Le retour à la croissance fait de l'inflation fera monter les taux. Si les taux restent stables en 2021, si le HCSF maintient ses conditions d'octroi sans trop les durcir, le marché devrait rester dynamique parce que on a en fait un marché qui est boosté par les achats-reventes des gens qui font les sauts de puce. C'est-à-dire que vous avez les clients traditionnels qui passent du je veux à je peux grâce au crédit, et puis en plus de ça, vous avez ceux qui revendent pour acheter différents, mieux placés. Ce semestre, il fut chargé aussi pour l'actualité du réseau. Vous avez changé d'actionnaire. Qu'est-ce que ça change pour vous et pour vos franchisés ? Pour l'instant, pas grand-chose. On va dire que ça va être comme avant, mais en mieux. On a, avec l'Arche et Philippe Briand, créé des liens qui sont des liens de qualité et de confiance. Philippe a souhaité garder le management en place. C'était important pour lui. C'est quelqu'un qui connaît l'immobilier, ça c'est un sacré avantage. C'était important pour vous aussi ? Qu'il me conserve, moi je suis pas important, vous savez, si on a besoin de moi je suis là, si on n'a plus besoin de moi je m'en vais, c'est pas, j'ai 60 ans donc ma vie professionnelle est derrière moi, donc voilà, je suis resté parce que je suis attaché au réseau, aux agences, aux conseillers qui intègrent le système, c'est ça qui compte pour moi. Si je peux continuer à apporter mon enthousiasme, mon énergie et puis quelques idées pour que le réseau continue à développer, je suis ravi de le faire, mais j'étais pas le sujet principal de la discussion. Ceci étant, je suis ravi de continuer comme ça, et puis dans le groupe L'Arche, il y a un ensemble de structures, de satellites qui font du financement, de l'assurance, qu'on va pouvoir utiliser peut-être pour proposer à nos partenaires franchisés d'autres services et puis enrichir un peu leur offre à leurs clients finaux. Qu'est-ce que vous diriez si vous aviez un conseil à donner à un acquéreur, à un vendeur, et puis à un franchisé, voire un futur franchisé ? Pour un acquéreur, prendre son temps et une fois qu'il a trouvé le bien qui lui plaît, ne pas hésiter à se lancer. Pour un vendeur, écouter l'agent immobilier qui fait l'estimation, parce qu'une bonne estimation de bien, ça permet de vendre dans un délai qui est maîtrisé. À un franchisé, d'utiliser le système qu'il a acheté et pas seulement la marque. Et un candidat franchisé qui vient de chez Century 21, c'est la meilleure marque. Merci beaucoup Laurent Vimont. Je rappelle que vous êtes président de Century 21 France. Merci beaucoup Ariane. Et en attendant, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo, vous le savez, c'est tous les jours sur toutes les plateformes de téléchargement et bien sûr sur MySuite Immo. Alors abonnez-vous, écoutez-nous, partagez, commentez et mettez-nous des étoiles. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.